Elle pensait que ce n'était qu'une âge de l'hôpital, jusqu'à ce qu'un enfant couvert de sang soit amené d'urgence, s'accrochant à la vie, et la seule chose qui pouvait le sauver coulait dans ses veines. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas qu'il était le fils de l'un des hommes les plus riches du monde. Elle savait juste qu'il avait besoin d'elle. Et d'un seul choix désintéressé, une infirmière a changé non seulement son destin, mais aussi le sien. Bonjour la famille. Bienvenue sur True Life Stories. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime. Cela représente énormément pour nous. Énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les couloirs blancs et stériles de l'hôpital St. Anthony brillait sous le bourdonnement feutré des lumières fluorescentes, vacillant très légèrement comme si elles hésitaient à s'éveiller complètement. Dehors, l'aube se glissait doucement dans le ciel, baignant le monde d'une douce palette de bleu pâle et de rose. À l'intérieur, l'hôpital s'animait déjà. L'infirmière Catherine Sullivan, âgée de 24 ans, se déplaçait avec un rythme qui ne venait que de l'expérience, non seulement des procédures médicales, mais aussi des gens. Elle marchait avec détermination, mais jamais dans la précipitation. Ses baskets à semelles souples murmuraient sur les sols en linoléum poli, et ses longs cheveux châtains étaient soigneusement rentrés sous sa coiffe. Un badge argenté sur la poche de sa poitrine brillait faiblement à la lumière. Catherine RN. Elle avait pointé à 7 heures précises, comme elle le faisait toujours. Son premier arrêt était l'aile gériatrique, où les mêmes visages familiers l'accueillaient chaque matin, certains avec un sourire embrumé, d'autres avec un hochement de tête silencieux. Elle offrait une douce tape sur l'épaule ici, un mot chaleureux là. Sa présence était comme un baume, stable, calme et sans prétention. Dans la chambre 212, le vieux monsieur Hargrove luttait à nouveau avec sa perfusion. Catherine est entrée dans la chambre avec un grand bonjour, monsieur H. Prêt à me battre à nouveau aux dames plus tard. Elle le disait tous les jours, même s'il n'avait pas joué depuis des mois. Avec des mains expertes, elle a ajusté la ligne de perfusion, a lissé sa couverture et a allumé la radio juste assez fort pour couvrir le bruit de fond des machines. La musique classique flottait dans l'air. Monsieur Hargrove esquissa un petit sourire. Dehors, dans le couloir, la journée commençait à s'animer. Des porte-blocs s'ouvraient. Des chaussures claquaient. Des téléphones sonnaient. Pourtant, l'énergie restait routinière, prévisible comme une pièce bien répétée. Catherine est passée à sa prochaine patiente, mademoiselle Loretta, qui aimait son jus de pomme à température ambiante, et jamais avant 8h30. Elle griffonnait des notes sur son dossier. Tension artérielle, normale. Pulse fort. Son stylo se déplaçait en douceur, mais son esprit était déjà en train de scanner le planning. Changement de pansement à 9h, revue des dossiers à 10h, médicaments avant midi. Tout à sa place. Le monde de Catherine, malgré son chaos occasionnel, avait un sens. Ici, elle avait le contrôle. Ici, sa gentillesse avait une structure. Ses petites actions prenaient tout leur sens. Un mot de réconfort, un cathéter parfaitement placé, un sourire pour un patient qui avait oublié son propre nom. Dehors, le soleil du Texas commençait à se lever avec conviction, projetant des ombres plus longues sur le parking de l'hôpital. De retour à l'intérieur, Catherine se penchait juste pour ramasser un porte-bloc tombé quand quelque chose a changé. Ce n'était pas le genre de changement qui faisait du bruit au début, pas un cri ou un fracas, mais une tension dans l'air, un changement d'atmosphère. Quelque part dans le couloir, une porte a claqué violemment contre un mur. Puis vint le bruit des roues, rapide, urgente, dévalant le couloir. La tranquillité s'est brisée. À partir de ce moment, plus rien ne serait pareil. Le claquement sec des portes des urgences s'ouvrant en grand a résonné dans les couloirs stériles, comme un coup de feu dans une église. Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont interrompues en plein milieu de phrases. Même le bourdonnement omniprésent des moniteurs et des machines a semblé baisser d'un ton, comme si l'hôpital lui-même retenait son souffle. Catherine est instinctivement sortie de la chambre 215, le dossier du patient toujours à la main, juste à temps pour voir 2 ambulanciers dévaler le couloir, leur civière flanquée par le chaos. Sur celui-ci reposait un jeune garçon, pas plus de 10 ans. Son petit corps était inerte, sa peau sous un éclat de sang. Des vêtements déchirés collaient à son corps, et une entaille irrégulière sur sa tempe suintait de pourpre. Traumatisme contondant sévère, tension artérielle en chute libre, a crié l'un des ambulanciers,
la sueur coulant sur son visage alors qu'il poussait. Le brancard est passé en trombe devant elle, mais Catherine a surpris le regard dans ses yeux, une terreur à peine masquée par le professionnalisme. Derrière eux venait le médecin des urgences, le docteur Marcus Harlan, grand, sec, et toujours 3 pas en avance sur son équipe. Il aboyait des ordres avant même que les roues ne s'arrêtent. Appelez la chirurgie traumatologique maintenant. Préparez un chariot d'urgence et amenez-le dans la salle de traumatologie 3. Je veux les signes vitaux toutes les 30 secondes. La petite poitrine du garçon se soulevait en halètement superficiel. Son moniteur cardiaque commença à émettre des bips erratiques, et une infirmière se précipita pour brancher des perfusions qui s'affaissaient aussi vite qu'elle les trouvait. « Quel est son groupe sanguin » demanda le docteur Marcus. « Au négatif » halta le second ambulancier. « Son père nous l'a dit. Nous l'avons confirmé en route. Vous en avez en stock. » Catherine sentit sa poitrine se serrer. La pièce s'est immobilisée un instant de trop. Une technicienne de laboratoire a passé la tête. Nous n'en avons plus du tout. Nous avons utilisé la dernière unité hier soir pour la rupture abdominale en soins intensifs. Code rouge, grogna Marcus. Appelez la banque de sang de Saint-Lucas. Voyez s'ils peuvent nous envoyer quelque chose dans l'heure. Mais 1 heure, c'était une éternité de trop pour le garçon étendu, sans mouvement sur la table. L'équipe a continué à bouger, mais on pouvait le sentir. Le sentiment rampant d'impuissance qui resserrait son emprise. Une infirmière a murmuré une prière à voix basse en essayant de localiser une autre veine. La pièce vibrait d'une panique contrôlée. Le genre que seul le personnel expérimenté reconnaît, un chaos organisé marchant sur le fil du désespoir. Et puis, par-dessus le murmure du jargon médical et des moniteurs qui bipent, une voix calme a percé le brouillard. « Je suis au négatif. » Tout le monde s'est retourné. C'était Catherine. Elle s'est avancée lentement, son badge toujours accroché à sa poitrine. Ses mains étaient calmes, même si son cœur battait comme un tambour. « Testez-moi si vous voulez, mais prenez ce que vous pouvez. Prenez-le maintenant. » Le silence est tombé comme une couverture. Un résident junior a même laissé tomber un rouleau de gaz. Le docteur Marcus a cligné des yeux. « Catherine, tu es sûre? Je ne le proposerais pas si je ne l'étais pas. » Son ton n'a pas monté. Il n'a pas vacillé. C'était juste là. Solide, immuable, comme le centre d'une tempête. Une autre infirmière était déjà en mouvement. Amenez-la à la phlébotomie immédiatement. Faites une compatibilité croisée à la volée. Pas le temps pour une compatibilité complète, marmonna Marcus. Nous allons faire un test rapide. Si elle passe, nous prélevons. L'instant a tourné comme un engrenage passant à une vitesse supérieure. Catherine était partie dans le couloir avec la technicienne. Ses pas étaient déterminés. Il n'y avait pas de drame, pas de grande déclaration. Elle a simplement agi avec le genre d'instinct qui n'est pas enseigné à l'école de médecine ou inculqué pendant les rotations d'infirmières. Cela venait de quelque chose de plus profond. De retour dans la salle de traumatologie 3, le moniteur cardiaque du garçon a émis un long bip furieux. La ligne s'est aplatie pendant une demi-seconde, puis a tressailli. Il n'avait plus que quelques minutes. Et une infirmière, une femme, était sur le point de lui donner ce que les machines et les médicaments ne pouvaient pas. Le couloir à l'extérieur du service de traumatologie avait pris un ton différent. Il ne ressemblait plus à une partie d'un hôpital. C'était un seuil, un lieu entre 2 issues possibles, la vie ou la perte. Et quelque part à l'intérieur, Catherine était assise en silence dans la salle de phlébotomie 1, son bras tendu, un garrot serré autour de son biceps, les veines mises en évidence sous la lueur fluorescente. La technicienne se déplaça rapidement. « Respirers normalement. Vous vous en sortez très bien. » Catherine n'avait pas besoin de cette assurance. Elle n'avait pas peur, ni de l'aiguille, ni du sang, et certainement pas de la décision qu'elle avait prise quelques instants plus tôt. La vraie peur, le vrai poids qui pesait sur elle venait du garçon qu'elle avait vu si petit, si immobile, une traînée de sang emmêlant ses cheveux, les yeux battants mais sans chaoden, clair sur l'écran rapide. Le technicien de laboratoire a confirmé par l'interphone « Nous avons une correspondance ». En moins d'1 minute, le processus a commencé. Une aiguille de gros calibre a percé son bras, du sang chaud, son sang a commencé à couler dans une poche de qualité médicale, une pinte, puis 2. Elle a fermé les yeux. Et alors que son sang quittait son corps, Catherine s'est souvenue. Il n'y a pas si longtemps, elle n'était qu'une étudiante en soins infirmiers,
fauchée, occupant 2 emplois. Elle se souvenait de se dépêcher dans les manuels d'anatomie tard dans la nuit avec des ramènes sur ses genoux, dormant dans sa voiture entre les stages cliniques. Elle avait toujours voulu sauver des vies, pas pour la gloire, ni même pour la gratitude, mais parce que quelque chose en elle ne pouvait tout simplement pas s'éloigner de la souffrance. Pression ici, a ordonné la technicienne, en enroulant doucement son bras une fois le prélèvement terminé. Catherine se leva lentement, un peu étourdie, mais concentrée. De retour dans la salle de traumatologie 3, l'ambiance avait changé. La pièce, autrefois tendue et incertaine, bourdonnait d'une urgence renouvelée. Plus de panique maintenant, mais un espoir lié à l'action. Le sang que Catherine venait de donner a été transporté de main en main à travers les urgences, un miracle non programmé livré dans un emballage ordinaire. Alors que la poche rouge était accrochée au support de perfusion, le médecin a crié « Laissez couler à plein débit. Surveillez la réaction ». Le liquide cramoisi a coulé dans les veines du garçon, goutte à goutte, une transfusion de vie. Ses moniteurs ont vacillé. Les lignes déchiquetées de ses signes vitaux ont commencé à se redresser. Un pouls est réapparu, plus fort, plus stable. Personne n'a applaudi. Ce n'était pas un moment pour les applaudissements. C'était un moment pour le travail. Dans le couloir, Catherine s'appuya contre le carrelage frais, sirotant un jus de fruits que quelqu'un lui avait tendu. Sa main tremblait légèrement, mais son regard restait fixé sur les portes battantes de la salle de traumatologie. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas dans quel genre d'accident de voiture il avait été impliqué, ni pourquoi il y était. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il était l'enfant de quelqu'un et qu'elle avait quelque chose dont il avait besoin. Alors elle l'a donné. Simple. Mais ce n'était pas simple du tout. Un résident de passage s'est arrêté. C'était incroyablement courageux. Catherine a Surrey Fablement. C'était nécessaire. Ce que Catherine ne pouvait pas savoir, ce que personne ne lui avait encore dit, c'est que le cas du garçon n'était pas juste une autre ligne dans le journal des traumatismes. Il n'était pas un autre John Doe. Son identité était déjà protégée, sécurisée. Son nom, sa famille, ses antécédents. Tout cela était verrouillé sous des ordonnances de confidentialité placées dès son entrée à l'hôpital. Parce que ce garçon n'était pas n'importe qui. Il était le fils unique de l'un des hommes les plus puissants du monde. Et son père était en route. La porte de la salle de traumatologie 3 s'est refermée avec un sifflement mécanique, isolant le chaos contrôlé du reste de l'hôpital. À l'intérieur, une guerre était menée, non pas avec des armes, mais avec des pinces, de la gaz, de l'adrénaline et de l'espoir. Le flot rouge du sang O négatif de Catherine coulait régulièrement à travers des tubes transparents, se déversant dans le bras du garçon, dans une course contre la montre. Son corps avait tant perdu, trop, mais c'était une bouée de sauvetage. Une chance. Pression stabilisée. A crié une infirmière. Le moniteur bipait maintenant en rythme, faible mais présent, comme un battement de cœur revenant d'exil. Le docteur Marcus se pencha sur le garçon, ses mains gantées se déplaçant avec une précision laser. Foie lacéré, préparé pour un packing interne. Nous devons ralentir l'hémorragie avant de pouvoir penser à une réparation. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des machines et des murmures du travail d'équipe. Même parmi le personnel de traumatologie expérimenté, il y avait quelque chose de différent dans ce cas. Quelque chose de non dit. L'arrivée du garçon avait déclenché des alertes silencieuses, non médicales. Un appel silencieux avait été passé à l'administration de l'hôpital, un second au service juridique. La sécurité avait été discrètement renforcée à l'entrée principale. Mais à l'intérieur de cette pièce, rien de tout cela n'avait d'importance. Il s'agissait de sauver une vie. Tout le reste passait au second plan. Une infirmière a murmuré. « Qui est ce gamin ?» Au fait. Un autre a répondu. Des protocoles VIP ont été signalés dans son dossier. Cela signifie généralement le gouvernement ou de l'argent. Beaucoup d'argent. Pourtant, l'équipe chirurgicale a continué sans tarder. 2 heures se sont écoulées comme des minutes. Le sang de Catherine leur avait donné le temps dont ils avaient besoin, non seulement pour le stabiliser, mais eux aussi pour intervenir. Dehors, elle attendait. On lui avait dit de se reposer. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est assise sur une chaise d'attente près des portes de l'aile des traumatismes, sirotant un café faible, pâle mais calme. Sa peau avait un éclat fantomatique, mais ses yeux étaient vifs, vigilants, comme si une partie de son esprit planait encore à l'intérieur de cette salle d'opération, refusant de laisser le garçon seul. Puis les portes se sont ouvertes.
Le docteur Marcus est sorti, enlevant sa calotte chirurgicale. Son visage, strié de sueur, était illisible un instant. Catherine se leva. L'a-t-il? Marcus fit une pause, puis hocha la tête légèrement et avec lassitude. Il s'en est sorti, dit-il. De justesse. Mais il est stable. C'est un battant. Catherine a expiré pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Marcus s'est approché et a posé une main sur son épaule. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'était pas seulement un don. C'était décisif. Vous n'avez pas seulement aidé. Vous nous avez donné une chance que nous n'aurions pas eue autrement. Elle déglutit, soudain émue. Je ne pouvais pas. Je veux dire, je n'ai pas réfléchi. Je l'ai juste vu. Tu as assez réfléchi, répondit-il doucement. Et cela a fait toute la différence. Avant qu'elle ne puisse répondre, un superviseur de service a appelé Marcus d'urgence. Il hocha la tête, puis regarda de nouveau Catherine. Reposez-vous. Ce garçon va se réveiller grâce à vous. Et puis il est parti. Catherine s'est affalée sur son siège, submergée. Pas par la fierté, ni même par le soulagement, mais par quelque chose de plus profond. Quelque chose d'indicible. Quelque chose de proche de l'admiration. Elle avait déjà sauvé des vies. Mais cela semblait différent. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas d'où il venait ni quelle ficelle avait été discrètement tirée pour l'amener ici. Mais elle le saurait bientôt. L'aile privée de l'hôpital St. Anthony, rarement utilisée et généralement silencieuse, s'était animée de voix feutrées et de mouvements discrets. Des agents de sécurité en costume gris anthracite se tenaient comme des ombres à chaque sortie. Les infirmières de garde avaient été temporairement réaffectées, remplacées par une petite équipe soigneusement sélectionnée. La chambre 4B, normalement réservée aux sénateurs, aux PDG et aux patients sans nom de famille dans leur dossier, accueillait maintenant un garçon de 10 ans en convalescence. Et juste en bas du couloir, un SUV noir s'était garé à l'entrée arrière. Un homme est sorti, grand, vêtu d'un manteau bleu marine impeccablement taillé, le visage masqué par des lunettes de soleil foncé malgré le début de soirée. Il ne dit rien alors que deux assistants l'entouraient, l'un portant une mallette en cuir élégante, l'autre tenant un téléphone qui ne cessait de vibrer. Il marchait avec une sorte de gravité qui changeait l'atmosphère autour de lui. Même ceux qui ne savaient pas qui il était savaient ce qu'il était. Quelqu'un de puissant, quelqu'un d'influent. Son nom était Nicholas Tyrone. Magnat de la technologie, investisseur milliardaire, philanthrope mondial, l'un des hommes les plus riches du monde, jusqu'à présent, un fantôme pour la plupart des gens. Mais aujourd'hui, il n'était qu'un père. À l'intérieur de l'hôpital, Nicolas se déplaçait silencieusement dans les couloirs jusqu'à ce qu'il atteigne la chambre de son fils. À travers la vitre, il vit le garçon se reposer paisiblement. Les moniteurs clignotaient doucement, les perfusions ronronnaient. Une infirmière a vérifié ses signes vitaux, puis s'est reculée. Il s'est tourné vers le docteur Marcus, qui attendait à proximité. « Vous l'avez sauvé, » dit Nicolas, la voix basse et mesurée. « Nous l'avons tous fait, » répondit Marcus. « Mais si vous voulez la vérité, une de nos infirmières a donné le sang O négatif dont il avait besoin. Sans hésitation, sans question. Elle nous a donné du temps que nous n'avions pas. L'amtoïda de Nicolas, sa sera. Quel est son nom? Catherine Sullivan. Où est-elle? Marcus hésita, ne sachant s'il devait répondre. Mais il y avait quelque chose dans le ton de Nicolas qui n'invitait pas à la résistance, seulement à la clarté. Elle a probablement fini son service maintenant, elle est peut-être encore dans la salle de pause. Nicolas hocha la tête une fois et se retourna. Catherine était assise seule, les jambes repliées sous elle sur un canapé rigide, feuilletant un manuel de sécurité de l'hôpital par habitude plus que par intérêt. Son visage n'était pas la cause de la perte de sang plus tôt, mais ses yeux restaient alertes, toujours en train de traiter, toujours en train de regarder. Quand la porte s'est ouverte, elle a levé les yeux. L'homme qui est entré ne ressemblait pas à un patient, ni à un médecin, ni même à quelqu'un qui appartenait à ce monde. Il portait la présence comme d'autres portaient des stéthoscopes, naturellement, inévitablement. « Mademoiselle Sullivan ?» demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. « Oui, je suis Nicolas Tyrone. Le garçon que vous avez sauvé, c'est mon fils. » Elle s'est levée instinctivement. « Est-il? Il est stable, il respire par lui-même. Ils disent qu'il se rétablira complètement. » Un silence suivit. Catherine a ouvert la bouche pour dire qu'il y eut quelque chose. Que dire à un homme dont l'empire entier a failli se terminer par un accident de voiture? Mais Nicolas s'avança. « Vous ne saviez pas qui il était,
et pourtant vous avez donné votre sang sans hésitation. Ce genre de décision, tout le monde ne la prend pas. Catherine haussa légèrement les épaules. Je n'avais pas besoin de connaître son nom pour savoir qu'il comptait. Cela l'a arrêté net. Pendant un instant, le calme calculé de son expression s'est légèrement fissuré. J'ai passé des décennies entouré de gens qui mesurent tout. La valeur, l'influence, le retour sur investissement. Il l'étudia. Mais aujourd'hui, mon fils est en vie parce que quelqu'un a décidé qu'il valait la peine d'être sauvé, sans aucun calcul. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Nicolas plongea la main dans son manteau et en sortit une fine enveloppe. « Ce n'est pas un paiement, dit-il. C'est une opportunité, ma façon d'honorer ce que vous avez fait. » Catherine la prit avec hésitation. À l'intérieur, elle a trouvé une lettre et attachée à celle-ci, une bourse d'études complète offerte pour l'une des meilleures écoles de médecine du pays, financée personnellement par la fondation de la famille Tyrone. Pas de conditions, pas de relations publiques, juste un chemin à suivre. Son soufflet s'écha au pas. « Je ne veux pas de reconnaissance, dit-elle doucement. » Nicolas hocha la tête. « Et c'est pourquoi vous le méritez. » Pendant un long moment, la pièce est restée immobile. Deux vies, l'une connue du monde entier, l'autre à peine connue, se croisant d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prédire. Et aucun des deux n'oublierait jamais. Des semaines passèrent. La chambre glaciale qui résonnait autrefois du rythme frénétique des moniteurs et des craintes chuchotées était maintenant silencieuse. Le garçon, Nathan Tyrone, s'était complètement rétabli. Son rire, léger et aigu, pouvait parfois être entendu dans l'aile de convalescence pédiatrique alors qu'il discutait avec les infirmières, ignorant les gros titres qu'il avait failli devenir. Pour lui, tout n'avait été qu'un flou. Sirène, douleur, puis sommeil, et maintenant des draps doux et des gens qui lui souriaient comme s'il revenait d'un autre monde. Catherine ne lui a jamais dit ce qu'elle avait fait. Elle est passée dans sa chambre quelques fois après son service, juste pour prendre de ses nouvelles, pour voir la couleur revenir sur ses joues, pour regarder les machines disparaître une par une. Mais elle n'a jamais mentionné la transfusion. Elle n'en avait pas besoin. Et Nicolas Tyrone, il a tenu parole. La bourse d'études était arrivée en totalité. Non seulement Catherine a été acceptée à la faculté de médecine Johns Hopkins, mais ses frais de scolarité, son logement, ses livres et ses frais de subsistance ont été entièrement couverts pendant les 4 années. Une note privée jointe, manuscrite, disait « Le monde a besoin de plus de gens comme vous aux commandes. C'est ma petite façon de m'assurer que cela se produise. » Envie. Mais ce n'était pas la fin. Quelques semaines plus tard, Catherine a été convoquée à une petite cérémonie dans la cour de l'hôpital. Elle pensait que ce n'était qu'un événement de reconnaissance des employés, quelque chose de routinier. Elle est arrivée en blouse, les cheveux en queue de cheval, un café à la main. Elle a trouvé un podium, quelques dizaines de chaises pliantes et une plaque recouverte d'un drap blanc. Le directeur de l'hôpital se tenait au micro. Nous nous réunissons aujourd'hui non pas pour une cérémonie, mais pour le souvenir et la gratitude. Une de nos infirmières a agi avec une compassion si instinctive. Elle a donné à un enfant une seconde chance dans la vie. Elle n'a pas demandé de reconnaissance. Elle n'a pas attendu la permission. Elle a simplement agi. Catherine sentit son estomac se nouer. Elle a cherché une sortie. Trop tard. Le tissu est tombé de la plaque en l'honneur de Catherine Sullivan pour son service au-delà du devoir et sa compassion sans hésitation. Des applaudissements ont éclaté. Quelqu'un à l'arrière a sifflé. Catherine voulait s'enfoncer dans le sol. Mais alors, à travers la foule, elle vit Nathan. Il se tenait là, tenant la main de son père, un plâtre encore sur un bras et un pansement sur la joue, mais souriant. Quand il l'a vu, il a fait un signe de la main, grand et fier. Et soudain, l'attention ne la dérangeait plus autant. Après la cérémonie, Nicolas s'est approché une dernière fois. « Je sais que vous partez bientôt, » a-t-il dit. « L'école de médecine commence à l'automne. Mais avant de partir, je voulais que vous ayez ça. » Il lui tendit un simple dossier. À l'intérieur se trouvait une proposition, un partenariat entre la Fondation Tyrone et l'hôpital St. Anthony, un nouveau programme pour former et soutenir les jeunes infirmières, en particulier celles issues de milieux défavorisés. Entièrement financé, son nom était en haut du conseil consultatif. « Je veux que cela porte votre esprit », a déclaré Nicolas. « Pas mon nom. Le vôtre. » Pour la première fois, Catherine était sans voix. Elle avait sauvé une vie. Et en retour, sa propre vie s'était épanouie, non pas avec des richesses,
non pas avec la célébrité, mais avec des possibilités, avec un but. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle sortait dans le coucher de soleil texan, un manuel de médecine sous le bras, elle s'est arrêtée pour jeter un coup d'œil à l'hôpital qui avait tout changé. Une décision, un moment, un choix fait sans fanfare. Et maintenant, un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Cela faisait presque un an que Catherine Sullivan avait quitté l'hôpital Saint-Anthony pour la dernière fois, en tant qu'infirmière. Les couloirs où elle s'était autrefois précipitée entre les chambres, le salon où elle buvait trop de café bon marché, la salle de traumatologie où elle avait donné une partie d'elle-même, étaient devenus des souvenirs. Ni l'eau intense, ni au bliss. Juste intégrés en elle. Maintenant, elle se tenait dans l'atrium d'un autre hôpital, à des milliers de kilomètres de là, vêtue d'une blouse blanche impeccable avec son nom brodé sur le cœur. Catherine Sullivan, MD, étudiante en médecine. Le manteau semblait encore un peu trop propre, un peu trop neuf. Mais le feu en elle ne s'était pas éteint. Au contraire, il avait grandi. Elle était maintenant dans sa première année d'école de médecine, jonglant entre les laboratoires d'anatomie, les sessions d'études de 18 heures et les gardes de nuit. C'était épuisant. C'était exaltant. Et c'était exactement là où elle était censée être. Mais ce n'est pas seulement le titre qui avait changé. La Fondation Catherine pour l'équité en soins infirmiers, financée par la famille Tyrone et administrée par son ancien hôpital, avait déjà parrainé 32 étudiants. Beaucoup d'entre eux venaient du même genre de milieu que Catherine connaissait trop bien. Parents célibataires, immigrants, espoirs de première génération d'étudiants universitaires. Un soir, en révisant une étude de cas dans un café près du campus, Catherine a reçu un email de l'un d'eux. « Merci. Sans votre histoire, je ne porterai pas de blues en ce moment. » Elle est restée assise avec cette phrase pendant un long moment. De retour au Texas, Nathan Tyrone s'épanouissait. Il était retourné à l'école, s'était mis au football. Selon une lettre que Nicolas avait écrite, il avait commencé à dire à ses amis qu'il allait devenir un médecin qui invente aussi des fusées spatiales. Un après-midi, Catherine a reçu un colis par la poste sans étiquette de retour. À l'intérieur se trouvait un dessin d'enfant. Des bonshommes allumettes, un grand, un petit, tous deux portant des capes. Un message griffonné au crayon gras. « Tu m'as donné ton sang. Cela fait de nous une famille. » Nathan. Elle a pleuré doucement, puis a ri à travers les larmes. À l'occasion de l'anniversaire de ce jour fatidique, Catherine est retournée à Saint-Anthony pour un petit événement à l'hôpital. Elle ne s'attendait à rien de spécial, juste une poignée de main ou deux, peut-être quelques visages familiers. Au lieu de cela, elle a trouvé que la plaque avait été déplacée. Elle se trouvait maintenant à l'entrée de la nouvelle aile pédiatrique d'urgence, financée par Tyrone Global et nouvellement baptisée Centre Sullivan pour les soins aux enfants traumatisés. Catherine s'est figée. Une plaque sous la dédicace disait « Inspiré par un choix qui a sauvé une vie, ce centre est dédié à la compassion qui change le monde, un battement de cœur à la fois. » Elle est restée là un long moment, une brise caressant l'ourlet de son manteau. Un choix, une vie, un avenir. Et maintenant beaucoup d'autres à venir. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.